Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette fameuse invention révolutionnaire, un moteur qui fonctionnerait à l'eau. Imaginez le rêve, un carburant gratuit, totalement propre et illimité. Selon certains, depuis des décennies, le moteur à eau serait fonctionnel mais soigneusement caché et étouffé par les lobbies du pétrole. Et si on démêlait le vrai du faux ? Le déplacement d'une voiture, comme celui de tout véhicule sur Terre, obéit aux règles physiques suivantes. Il faut fournir une énergie suffisante pour vaincre l'inertie du véhicule, les frottements des pneus au sol, la résistance aérodynamique et en côte, la gravité. Que cette énergie vienne d'un carburant, d'une batterie ou d'une pile à hydrogène, l'énergie doit être produite ou puisée, puis stockée quelque part, et enfin convertie en énergie mécanique par un convertisseur. Voici maintenant la liste des convertisseurs d'énergie non mécanique en énergie mécanique aujourd'hui disponibles et exploitables. Tout d'abord, la conversion chimique mécanique. Exemple, le moteur à combustion interne transformant l'énergie contenue dans un carburant gazeux ou liquide. Deuxième type, la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. Exemple, le moteur électrique. Troisième type, la conversion d'énergie thermique en énergie mécanique. Exemple, le moteur Stirling ou encore la turbine à vapeur ou à gaz. Quatrième type, la conversion d'énergie cinétique de fluide en énergie mécanique. Exemple, les éoliennes. Et enfin, la conversion d'énergie magnétique en énergie mécanique avec apport d'énergie complémentaire. Exemple, les moteurs électriques à aimant permanent. Les contraintes de place sous capot et de facilité d'utilisation ont fait retenir aux ingénieurs automobiles les systèmes suivants. Le moteur à combustion interne convertissant l'énergie chimique en énergie mécanique, ou encore le moteur électrique convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique. Par nature, ces convertisseurs ont absolument besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, et de beaucoup d'énergie. Comparons. Un cheval est capable de développer la puissance de 735 watts. Sur une heure de travail, il génère donc 735 Wh d'énergie. Dans des conditions normales de circulation, la consommation d'un véhicule au rendement optimal, autrement dit une voiture 100% électrique de taille moyenne, tourne autour de 15 kWh. Autrement dit, 20 fois l'énergie générée par un cheval. Dans les moteurs à combustion interne fonctionnant au carburant d'origine fossile, l'énergie est contenue dans les liaisons chimiques à l'intérieur du carburant. Cette énergie est libérée lors de la destruction de certaines de ces liaisons durant un processus bien connu sous le terme de combustion. Cette réaction mettant en œuvre plusieurs réactions chimiques avec l'oxygène de l'air est générée et contrôlée à l'intérieur des cylindres du convertisseur d'énergie qu'est le moteur. L'eau étant un liquide, à l'image des carburants d'origine fossile que sont l'essence ou le gazole, dans un moteur à eau, l'énergie se doit donc d'être, sous une forme ou une autre, stockée dans l'eau. Sauf que la molécule d'eau n'obéit pas à ces règles. La molécule d'eau est une résultante de la réaction entre du dihydrogène et de l'oxygène. Cette réaction est dite exothermique. En clair, elle libère de la chaleur. Le problème est qu'une fois que le dihydrogène et l'oxygène ont réagi pour former la molécule H2O, l'énergie de réaction a déjà été libérée. Mais aussi, oxydée au maximum, la molécule d'eau ne peut plus réagir spontanément avec l'oxygène ou un oxydant quelconque pour produire de l'énergie. Autrement dit, une combustion à partir d'eau n'est pas chimiquement ou physiquement possible. Mais mieux, à l'intérieur d'un moteur thermique, la formation d'eau se fait durant la combustion et est donc un produit issu de celle-ci et certainement pas son carburant d'origine. Le résultat ?
Le principe du moteur à eau est une aberration sur le plan de la thermodynamique et ne peut donc pas exister. Et pourtant, certains objecteront qu'il existe des moteurs dans lesquels est injectée de l'eau. Et ils ont parfaitement raison. Exemple, le système Pantone. Le principe, faire passer un mélange d'eau et d'hydrocarbures, autrement dit d'essence ou de gazole, dans un réacteur métallique chauffé par les gaz d'échappement. Ce réacteur est en fait un tube contenant une tige centrale métallique autour de laquelle circule la vapeur du mélange. L'idée est que la chaleur récupérée dans les gaz d'échappement décomposerait partiellement les molécules pour produire des gaz dits activés et notamment libérer de l'hydrogène. Sauf que, rappelez-vous, la molécule d'eau est une molécule très stable. Sa décomposition, possible dans les faits, demande donc beaucoup d'énergie. En l'occurrence, il faut atteindre environ 2000 à 3000 degrés pour commencer à casser les molécules d'eau par pyrolyse thermique. Les gaz d'échappement d'un moteur classique ne dépassant pas 900 degrés centigrades en sortie de cylindre ne possèdent donc pas du tout assez d'énergie pour casser les liaisons covalentes de la molécule d'eau. Dans le réacteur Pantone, il est donc totalement impossible de produire le moindre hydrogène libre. Mais alors, objecteront les plus renseignés, pourquoi certains constructeurs ajoutent-ils des systèmes d'injection d'eau dans les moteurs de leurs véhicules ? Pour comprendre pourquoi et surtout comment cela fonctionne, il faut tout d'abord se remettre en tête quelques fondamentaux. Dans un moteur à combustion interne, le déplacement de chacun des pistons est à l'origine de la création de travail mécanique. Et donc, en prenant en compte le temps de déplacement, de puissance. Le travail mécanique effectué par un gaz dans un cylindre est donné par l'intégrale de la pression multipliée par le changement de volume. Ainsi, dans un moteur à combustion interne, plus le gaz dans le cylindre monte en pression, plus le travail mécanique généré par celui-ci augmente. Ce travail étant ensuite transmis à la tête du piston relié au vilebrequin par la bielle, on comprend donc pourquoi l'augmentation de la pression à l'intérieur du cylindre fut, dès les débuts de l'automobile, un objectif partagé par tous les ingénieurs motoristes. Seulement voilà, ils butèrent rapidement sur l'un des effets collatéraux de cette stratégie. Pour le comprendre, il nous faut nous pencher sur la loi des gaz parfaits. Énoncée en 1834 par l'ingénieur français Émile Clapeyron, elle établit une relation directe entre la pression d'un gaz, son volume, le nombre d'entités élémentaires que compose ce type de gaz, modulé par une constante universelle, et la température de celui-ci. L'enseignement: pour un gaz donné et à volume égal, augmenter sa pression a donc pour conséquence directe l'augmentation de sa température. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque les ingénieurs cités plus haut appliquèrent cette stratégie aux premiers moteurs à combustion interne. Les températures observées à l'intérieur de la chambre de combustion se sont mises à augmenter. Et à mesure que croissait la pression et donc la température à l'intérieur des cylindres, un phénomène étonnant émergea. Il s'agit de la génération de cliquetis. Expliquons-le. Selon la loi des gaz parfaits dont nous avons parlé tout à l'heure, lorsque la pression des gaz dans un cylindre augmente, la température de ceux-ci augmente également de manière proportionnelle. Oui, mais voilà, la pression dans un cylindre n'est jamais parfaitement répartie. Il arrive donc que des zones dans celui-ci se trouvent en surpression. Dans ces endroits, la température peut alors excéder celle de l'inflammation spontanée du carburant. D'autant qu'un moteur à combustion interne génère de la chaleur non pas seulement par compression des gaz, mais par combustion de ceux-ci. La non-homogénéité des gaz de combustion à l'intérieur de la chambre de combustion a également pour effet la création de zones plus froides, mais aussi de points chauds difficiles à contrôler. Lorsque la température dans ces zones excède celle de l'inflammation spontanée du carburant, des points de combustion anarchiques et prématurés apparaissent. Ils ont pour effet la création d'ondes de choc dans la chambre de combustion.
en cascade, la combustion devient incomplète, l'utilisation de l'énergie produite par la combustion s'effondre, ce qui a pour effet une réduction de la puissance produite et une hausse de la consommation de carburant. Mais aussi, ces ondes de choc anarchiques génèrent des vibrations mécaniques incontrôlées, ainsi que des percussions brutales à l'intérieur du cylindre. Lorsque celles-ci persistent, elles finissent par créer des fissures dans les soupapes, des crevasses dans la culasse ou même des trous dans les pistons. Oui, mais la montée en pression à l'intérieur du cylindre restait le but ultime des ingénieurs motoristes pour les raisons que nous avons évoquées plus haut. L'une des solutions qu'ils trouvèrent fut le refroidissement par injection d'eau. Comment ça marche ? Injectée en fines gouttelettes dans le cylindre chaud, l'eau sous forme liquide passe à l'état gazeux. L'énergie utilisée pour cette transformation étant prélevée à la combustion, ceci a pour effet de baisser la température de celle-ci. La conséquence ? L'amélioration temporaire des performances du moteur. Cette astuce fut employée à grande échelle pendant la guerre 1939-1945 sur certains avions de chasse. On injectait alors un mélange eau-méthanol permettant de refroidir le moteur et d'obtenir un surcroît de puissance pendant les phases critiques. Le vieux système fut même réintroduit récemment par BMW sur sa fameuse M4. Dans ce cas, la vaporisation de l'eau permet à l'air d'admission d'être refroidi, ce qui a pour effet de faire au moteur gagner quelques chevaux. Dans tous les cas, l'injection d'eau dans un moteur conventionnel n'en fait aucunement un moteur à eau, car l'eau n'est pas du tout un carburant, mais seulement un additif ponctuel permettant d'optimiser son rendement. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.